chers lecteurs, chères lectrices, chers finalistes, distingués invités. L'Académie des lettres du Québec, comme plusieurs de ses écrivains et écrivaines, fait exister un pays beaucoup plus que ce pays ne l'a fait exister. Ainsi étonnant dans un pays incertain, aux yeux même de l'État, l'Académie est une institution du passé. En cette année de son 80e, il est grand temps de vous donner de ses nouvelles. Je me nomme Lise Vaillancourt et au nom de l'Académie des lettres du Québec et de son conseil d'administration, je vous lis ce mot. L'Académie des lettres du Québec est une association d'auteurs et d'intellectuels qui pensent ensemble l'écriture qui se fait. L'Académie est gardienne de la mémoire. La mémoire dans un pays comme le nôtre est capitale pour bâtir un avenir. Sans passé, nous ne saurions pas nous inventer. Mais l'Académie est tout autant curieuse et attentive à l'évolution de la langue et partie prenante d'une écriture en marche. Chaque année, les membres de l'Académie sont invités à lire l'ensemble de la publication dans toutes les disciplines qui d'ailleurs tendent en ce moment à se diversifier. Par exemple, qu'on pense au texte « Le virus et la proie » de Pierre Lefebvre, qui a gagné un prix de l'essai il y a 2 ans, mais a été nominé par l'Académie au prix Marcel Dubé. Chaque année, au moment de remettre ces prix, les éloges des académiciens et académiciennes sont une formidable plongée dans les nouveaux textes, qui s'accompagnent d'une réflexion sur l'évolution de notre littérature. Chaque année, les jurés échangent sur ce qui rend notre littérature vivante, nécessaire, pertinente dans son renouvellement. L'Académie regroupe une 50aine d'écrivains et d'intellectuels très actifs dans la publication, l'écriture, la prise de parole sur la place publique, et ce, de façon constante et sous toutes ses formes. Lancement, salon, entretien, Parlement des écrivaines francophones. Pour exemple, le 26 septembre dernier, dans le cadre du Festival international de littérature, avait lieu dans le petit musée Guido Molinari, rempli à craquer, un cabaret littéraire rassemblant 12 académiciens et lauréats sur scène pour lire une 70aine d'extraits de textes québécois. Le 10 novembre dernier, les éditions Somme Toute et l'Académie lançaient ensemble le Devoir de littérature, rassemblant des textes parus dans le Devoir de 2022 à 2025, où des écrivains d'aujourd'hui dialoguent avec des écrivains d'hier sur les enjeux actuels de notre monde. Mémoire, langue, écriture en marche. Voilà bien 3 mots qui constituent l'Académie aujourd'hui. Dans un moment de l'histoire particulièrement sombre, où on cherche à contrôler la langue pour modeler la pensée et détourner les mots de leur sens, un regroupement tel l'Académie des lettres du Québec, en défendant une langue, défend par le fait même une liberté de se penser. Au nom du conseil d'administration, je veux adresser mes plus chaleureuses félicitations à tous les finalistes et à vous tous et toutes. Bienvenue à cette 80e célébration des prix de l'Académie des lettres du Québec. Je passe maintenant la parole à l'animateur de la soirée, romancier, lauréat de nombreux prix importants, dont le prix Ringuet pour Le poids de la neige en 2017, traduit par la suite en plus de 15 langues, membre du jury du prix Ringuet au cours des années 2023 et 2024,
et un des 12 participants au cabaret littéraire de septembre dernier. Mesdames, Messieurs, Christian Gay-Poliquin. Imaginer n'est pas un geste anodin. Lorsqu'on réagence le monde, lorsqu'on le remodèle, qu'on le pétrit, on se l'approprie, oui, on le façonne et on l'habite. Peu à peu, à force de mots, de phrases et d'images, il y a quelque chose qui se construit. Il y a quelque chose qui existe, qui se transforme. Les littératures du monde sont des grands chantiers. Chacune fait face à ses défis. Chacune développe ses propres outils. Je trouve pour ma part très émouvant de voir ce que devient la littérature québécoise, de voir ce qu'elle est déjà. Le grand effort de solitude des auteurs et des autrices porte ses fruits et devient vie collective. Je suis touché de voir la place que les textes d'ici occupent dans notre imaginaire et par-delà nos frontières. Et surtout, je suis emballé par la singularité des propositions, à rebours de la Netflixisation des esprits, chacune d'entre elles étant portée par une liberté pleine, assumée et surprenante. Nos œuvres nous rappellent ainsi que la littérature est le pays de l'incertitude, car c'est le lieu où tout peut arriver. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux d'avoir la chance d'animer l'édition 2025 de la remise des prix de l'Académie des lettres du Québec. Ces prix, je vous le signale, visent à reconnaître et à célébrer l'excellence de la littérature québécoise en roman, en essai, en théâtre et en poésie. Ils sont remis chaque année par des jurys composés des membres de l'Académie et d'écrivains et d'écrivaines invités. Cette année, l'Académie des lettres du Québec fête son 80e anniversaire. Quand même. À cette occasion, les membres de l'Académie ont créé un 5e prix, celui de la traduction. Ce dernier sera dorénavant remis annuellement afin de souligner l'apport des traducteurs et des traductrices aux multiples vies d'un texte et aux fenêtres qu'ils ouvrent entre les frontières. Ce soir, les œuvres finalistes de chaque catégorie vous seront présentées par les membres des différents jurys. Ce sont là les œuvres qui ont alimenté de vives discussions au sein des comités lors des derniers mois. D'entre elles, les 5 auteurs et autrices primés recevront une bourse de l'Académie ainsi qu'une œuvre de Denis Junot offerte gracieusement par la succession de l'artiste québécois. Je cède donc la parole à Laurier Lacroix, historien de l'art et membre de l'Académie, afin qu'il vous présente plus en détail le travail de Denis Junot, ainsi que les œuvres qui seront remises aux lauréats et lauréates. Bonsoir. Pour la 5e année consécutive, les prix littéraires de l'Académie des lettres du Québec s'accompagnent d'une œuvre d'art. Grâce à la générosité de la fiducie Denis Junot, que l'Académie des lettres remercie, les lauréates et lauréats des prix 2025 reçoivent une œuvre de cet artiste majeur. Et on en voit un exemple ici sur la scène. Denis Junot, dont on célèbre cette année le centenaire de naissance, est décédé à 89 ans en 2014. Sa carrière se déroule sur 65 ans et comprend peinture, dessin et sculpture. Après avoir fréquenté l'Institut des sourds-muets, il découvre sa passion en étudiant à l'École des beaux-arts de Montréal, où il est influencé par Alfred Pellan. Diplômé en 1950, il acquiert une formation en orfèvrerie auprès de Georges Delru, puis de Gilles Beaugrand. Un séjour d'études en Italie de 1954 à 1956 est déterminant pour consolider sa réflexion sur la nature et l'importance de l'espace dans les arts plastiques. De retour à Montréal, il réalise des œuvres d'intégration de l'architecture. Sa pensée l'amène à s'associer aux plasticiens, groupe informel d'artistes qui met de l'avant les qualités propres de la peinture,
surface plane, dynamique de la couleur et des formes géométriques. Chez Junot, cependant, la subjectivité se substitue au formalisme et s'inspire par sa géométrie douce et par le dessin qui construit et habite l'espace. Pour Denis Junot, la notion de jeu est capitale, jeu de la lumière, des plans et des formes. Comme chez Paul Klee, il dynamise l'espace par la transparence de la couleur et le rythme des signes. L'artiste confie à la commissaire Nathalie Debelois en 2001 « J'ai abandonné les exigences rigoureuses de l'art pur au profit d'une certaine forme de poésie et de lyrisme. Maintenant, je m'exprime spontanément dans le plaisir et la joie. » Il continue « Je crois en la valeur de toute forme d'expression pourvu qu'elle soit ressentie et qu'elle exprime une authenticité. Ce qui me touche sincèrement, c'est tout art qui inspire un sentiment d'humanité. » Authenticité et poésie sont certainement des notions qui résonnent pour les récipiendaires des prix de l'Académie et qui auront le plaisir d'être accompagnés d'une œuvre de Denis Junot. L'art de Denis Junot a fait l'objet d'expositions importantes, dont Regard neuf sur l'art de Denis Junot présenté au Musée des Beaux-Arts du Canada en 1984, puis Ponctuation, rétrospective mise sur pied par le Musée du Québec en 2001. Denis Junot a remporté de nombreuses récompenses importantes, notamment le prix de la Fondation Gershon-Escovitz décerné par le Conseil des arts du Canada en 1986 et le prix Paul-Émile Bordua en 2008. Alors, à mon tour de remercier tous les finalistes et tous les écrivains qui ont participé, dont les éditeurs ont envoyé des livres. Félicitations aux lauréates et aux lauréats de ces prix et bonne soirée. Le prix du roman est décerné depuis 1983 à la mémoire de Philippe Panneton, connu principalement sous son nom de plume, Ringuet. Médecin et romancier, il fut l'un des membres fondateurs de l'Académie, qui s'appelait alors l'Académie canadienne-française. Son célèbre roman « 30 arpents » a été publié en 1938. Il raconte l'histoire deux caristes moisans alors que les rythmes de vie entre le travail de la terre et le Québec du début du 20e siècle commencent à être en décalage. Ce texte, on le sait, est devenu un classique de la littérature québécoise. Pour nous présenter les finalistes et le ou la lauréate de la présente édition, voici la présidente du jury, Monique Proulx. Merci beaucoup. Encore. Je suis toute petite. Merci. Bonsoir. N'est-il pas extraordinaire qu'en ce moment, nous soyons ici plutôt que nulle part? Que nous soyons atteints par les projectiles puissants des mots plutôt que par ceux désastreux de la violence? N'est-il pas extraordinaire qu'il y ait encore des mots, justement, et des esprits enfiévrés pour les modeler en univers, et des soirées comme celle-ci pour partager la beauté de leur fièvre? C'est ainsi que 113 auteurs et autrices nous ont livré leurs urgences, leurs peurs, leur beauté, éparpillées dans une dizaine de maisons d'édition. Nous étions 4 pour pénétrer la magie de ces 113 romans, récits, nouvelles, arrachés au silence, pour tenter d'en extraire les perles les plus pures. Avec moi, dans notre jury, et en même temps, je les inviterai à venir me rejoindre, la grande France Théoret, qui depuis plus de 40 ans, depuis le percutant Bloody Mary, dont aucune femme n'est sortie indemne, enrichit inlassablement la littérature de sa voix unique, de sa pensée combative, féministe, sociale, humaniste. Notre bien-aimé Gérald Godet, qui porte tant de chapeaux, dont celui charmant de ce soir, poète, essayiste, professeur, animateur, amoureux des autres et des écrivains au point de leur arracher des entretiens percutants.
et qui eut le courage d'assumer la difficile présidence de l'Académie des lettres pendant 2 ou 3 années héroïques. Et notre recrue de cette année, le jeune Sébastien Larocque, qui travaille avec autant de talent le bois que les mots, puisqu'il est aussi ébéniste, le beau métier. À son actif, 2 romans salués par la critique, un 3e sur le point de paraître à propos de Gilbert Larocque, son père, qui fut mon premier éditeur très aimé. Alors, nos finalistes du prix Ringuet de cette année sont, par ordre alphabétique, Sébastien Dulude pour Amiante à la Peuplade, Dominique Fortier pour La part de l'océan chez Alto, David Turgeon pour le roman d'Isoline, édition Le Cartanier. Et maintenant, France va vous lire son hommage à Sébastien Dulude pour Amiante. Merci, Monique. Sébastien Dulude, Amiante, édition La Peuplade, 2024. Un beau roman, d'une écriture fine, sur des sujets rudes et difficiles. Une histoire en 2 parties, l'enfance suivie de l'adolescence. Le roman s'ouvre sur l'ennui. Il semble impossible de raconter l'ennui, uniquement ce qu'on peut pour le fuir. Cela se passe au cours de l'été 1985 à Thetford Mines, dans un quartier populaire situé dans un paysage dévasté où subsistent 1 ou 2 compagnies et des travailleurs conduisant de gigantesques camions. Steve, 9 ans, est effrayé lorsque son père le fait monter dans son camion. Steve ne doit jamais montrer sa peur. Dans une langue neutre, le narrateur raconte longuement les plaisirs de l'amitié avec Charlie Lee, appelé le Petit Poulain, au cours de la même saison. La culture populaire des années 80 se décline avec des noms d'artistes américains et des gadgets. L'univers masculin du narrateur. À l'adolescence, Cindy, une fille agissante qui n'a peur de rien, s'approche de Steve. Le milieu exige l'adaptation, autrement le malaise est constant. Ce roman, riche des détails à propos d'une époque, présente une famille de peu de langage. Pour le personnage persiste un désespoir serein avec la mort comme horizon. Amiante est un roman réussi qui étonne par son éloge tranquille de l'amitié. Le tableau d'ensemble est saisissant. Avec La part de l'océan, Dominique Fortier fait vibrer les mots aube, bleu, blancheur, comme si avec la manière qu'elle a depuis toujours de faire résonner la langue avec tout ce qui en elle, pour elle, va, vient et se déploie, elle pouvait reconnaître tout ce qu'il porte de séducteur, à même leurs nuances et leur brouillage, en ces régions où le cœur tremble et pourtant continue de rêver, d'admirer et d'aimer, malgré tous les risques et tous les saccages annoncés. La part de l'océan, c'est l'histoire d'une intime et secrète conversation entre Herman Melville et Nathaniel Hawthorne. Melville admire l'auteur de La lettre écarlate. Il est attiré par lui comme par son propre visage, comme par une histoire d'affection qui ne pourra s'écrire qu'entre la nuit et le matin. Car, je cite, « Il lui a ouvert son cœur comme on ouvre une orange, comme on ouvre une blessure. » Fin de la citation. Comme il ouvrira son cahier d'écriture pour y jeter les mots de Moby Dick et déposer ce qui doit rester secret, ne peut que le rester comme s'il le fallait pour protéger la lumière, l'envoûtement, la poésie. Il y a ça et bien plus encore.
Il n'est de nécessaire que l'océan en nous, nous rappelle Dominique Forcier, avec ce roman, sa mélancolie, ce qu'on approche et qu'il faut déjà perdre, le mystère restant entier, la tendresse également, l'élégance d'un souvenir, d'une obsession, d'une présence, tout autant. Il n'est de nécessaire que l'océan en nous, il n'est de nécessaire que la vie en nous, il n'est de nécessaire que la tendre affection en nous, il n'est de nécessaire que l'écriture, que les écritures en nous. Il n'est de nécessaire que Dominique Forcier, pour nous le rappeler avec un roman majeur qu'elle a précisément nommé La part de l'océan. Car selon elle, je la cite encore, « Écrire, c'est un autre mot pour aimer ». Bonsoir. Merci, Monique. Ça m'arrive pas très, très souvent d'être le jeune d'un groupe maintenant. J'aime lorsque la littérature me surprend. Dès l'ouverture du livre de David Turgeon, j'ai été accroché. Des phrases courtes, sans ponctuation ni majuscule, un roman sur l'invention qui joue avec ses codes et l'incapacité d'écrire, un rapport à la deuxième voix, à l'intertextualité, à la transmission et à l'élaboration d'une image de l'écrivain artisan qui œuvre à partir d'une matière première, l'écriture des autres, toujours plus réelle que l'inspiration des muses. Avec en toile de fond l'émergence de l'intelligence artificielle, nous entrons donc dans un récit sur la création, sur le travail d'invention d'un personnage principal qui disparaît dans sa propre fiction. Tout un programme qui s'articule sur l'art du palimpseste. Un récit déconcertant, pour reprendre la terminologie de l'essayiste français Dominique Viard, qui nous mène vers l'inattendu et réfléchit sur sa propre mise en texte, à son mode d'existence. Un texte ludique et jubilatoire qui joue des formes et des substances narratives, mais reste ancré dans l'actualité, une littérature de son temps qui interroge ses propres objectifs tout en ouvrant une réflexion sur l'avenir même de ses possibles. Pour moi, l'écriture, au-delà des affects qui la traversent, reste une activité d'artisan. Comme un ébéniste qui construit son meuble, comme un ingénieur dessinant un bâtiment, l'auteur construit des objets de mots, des petits moteurs narratifs. Dans cette optique, je ne crois pas qu'il soit exagéré de dire que le roman d'Issoline reste une fichue belle petite machine ou, tout simplement, que David Turgeon se révèle être un remarquable ingénieur. Merci. Ah, le moment haha. Alors, le prix Ringuet du roman 2025 va à David Turgeon pour le roman d'Isoline, édition Cartani. Quelque chose. Merci. Pardon. C'est ça. Oui, merci. J'avais pas quelque chose. Je vais d'abord remercier les personnes qui me sont chères, Marie, Jérôme, ma famille, mes amis, ma maison d'édition, Cartanier, qui me suit depuis 2012 déjà. Merci. Merci aussi à l'Académie ainsi qu'au jury qui me fait tel honneur. Quand j'ai appris que le roman d'Isoline était en nomination pour le prix Ringuet, j'étais heureux, mais un peu perplexe. Parce que c'est effectivement mon nom qui est sur la couverture, mais je n'ai pas l'impression d'avoir écrit le roman entièrement seul.
Je pense même d'y avoir peut-être joué qu'un tout petit rôle. Dès les premières pages, j'ai senti qu'une voix essayait de me dicter son histoire. Une voix qui venait d'ailleurs. Un peu incroyable, mais c'était une voix à qui j'ai donné le nom d'Isoline. Et le lieu d'où elle parlait, c'était pas une voix d'outre-tombe. C'était, je pense, une voix qui venait d'un autre pays très mystérieux qui s'appelle la fiction. Et en y repensant, je me suis dit que c'était peut-être à ça qu'avait voulu rendre l'excellent jury du prix Ringuet, non pas le roman d'Isoline en particulier, mais la fiction comme source, comme appel d'air, la fiction qui est la souplesse dans un monde inflexible. Je pensais à cette hypothèse, l'idée m'arrangeait, somme toute. Et je me suis rappelé qu'il y avait une autre voix qui me parlait pendant que je remplissais des pages dans mon traitement de texte. Et alors j'ai compris. Une voix difficile à entendre, presque inaudible, d'un pays plus lointain encore. Et c'était celle de François Blais. C'est pourquoi je le salue dans les premières pages du roman d'Isoline. Aussi, j'aimerais que l'Académie me pardonne si je déroge ici à la coutume, parce que plutôt qu'une page du roman d'Isoline, je vais plutôt vous lire un extrait de Sam de François Blais, paru en 2014 à l'instant même. Ce sont les premières pages. Ça commence comme ça. Aux distingués membres de l'Académie des lettres du Québec. En espérant que vous ne trouverez pas ma requête inconvenante, j'ose vous demander si cela pourrait être un effet de votre bénignité que de me décerner le prix Ringuet pour l'ouvrage que vous tenez entre les mains. Je souligne qu'il s'agit de mon 8e roman publié, qu'à ce jour, je n'ai toujours gagné aucun prix littéraire important. J'ai été finaliste à quelques reprises, mais frôlé compte pas, comme on dit au ballon chasseur. Personnellement, cela ne m'émeut guère. On n'écrit pas pour gagner des prix, mais c'est surtout pour vous que cela commence à être gênant. Car il est indubitable que d'ici un siècle, on entendra des gens s'exclamer « Dire que Blais a échappé le Ringuet » sur l'air de « Dire que Céline a échappé le Goncourt » ou « Dire que Proust a échappé le Nobel ». Les moins charitables ne manqueront pas d'ajouter « Mais qui étaient donc les béotiens du jury ?» Même si vous répariez cette injustice sur le champ, il s'en trouvera encore pour s'exclamer « Dire que Blais a dû attendre son 8e roman pour qu'on donne le Ringuet », néanmoins, le mal serait moindre. Évidemment, au moment d'écrire ces lignes, je n'ai aucune idée de quoi aura l'air le paysage littéraire de la prochaine année, et il se peut que mon livre ne soit pas le meilleur du lot, il se peut que Nicolas Dickner ou Perrine Leblanc ou n'importe qui décide de sortir un bouquin en même temps que moi, simplement pour m'embêter. Je leur concède à bec-joie tous les autres prix, celui des libraires, celui du gouverneur général, le Philippe Aubert de Gaspé, le Saint-Pancôme du roman policier, le Grand Prix du livre de la Montérégie, l'Athanas David, le Damas Potvin, le René Martin, l'Adrienne Choquette, le Cécile Gagnon, l'Alfred Desrochers, etc. Moi, c'est le Ringuet que je vise. Rien d'autre. Tenez, pour vous prouver mon sérieux, je m'engage solennellement à lever le nez sur toute récompense de quelque nature que ce soit tant que je n'aurai pas mis la main sur le Ringuet. Voudrait-on me faire compagnon de l'Ordre du Canada et mes sources au cabinet du Premier ministre me disent que le projet est dans l'air? Je répondrai, messieurs, votre geste me touche, mais je me dois de refuser. Revenez me voir quand j'aurai eu le Ringuet. Pour terminer, je tiens à vous assurer que la généreuse bourse de 1 000 $ versée aux lauréats n'entre pour aucune part dans mon ambition. D'ailleurs, j'ai l'intention de la donner entièrement aux petits-enfants malades. Dès le lendemain de l'attribution du prix, j'irai faire le pied de grue près de l'école primaire de mon quartier à la fin des classes et je refilerai le chèque au premier enfant que je vois tousser ou qui me semble un peu pâle. Vous ne voulez tout de même pas léser les petits-enfants malades? Non. Pour ma part, je compte reverser une partie de mon prix à l'organisme Dans la rue qui vient en aide aux jeunes sans-abri, en particulier dans mon quartier d'Hochelaga. Merci. Alors, le prix de poésie de l'Académie, lui, existe depuis 1986. Il porte le nom d'un des plus grands poètes du Québec, Alain Grandbois. Natif de Saint-Casimir de Portneuf, Alain Grandbois fut un grand voyageur dans tous les sens du terme et son œuvre a marqué le paysage littéraire.
À la fois métaphysique et autobiographique, sa poésie rompt avec le conservatisme littéraire qui régnait au milieu du siècle dernier. Il fut, lui aussi, un des membres fondateurs de l'Académie. Veuillez donc accueillir le président du jury du prix de poésie de l'Académie, Paul Bélanger, ainsi que les membres Paul Chanel-Malenfant et Diane Régimbald. Merci Christian, merci à vous. Alors le prix Alain Grandbois, cette année, nous avons reçu 68 livres donnés par 20 maisons d'édition, ce qui est une progression, si on peut dire, parmi lesquels 37 femmes et 31 hommes. L'inspiration des voix est diverse, mais on remarque quand même un souci d'avoir une prise directe sur la réalité. Non plus le masque de la fiction, mais l'appel à concrètement entrer dans la réalité. Bon, l'inspiration est évidemment diverse, l'amour, la mort, la vie domestique, les drames personnels, la violence, la guerre, les thèmes familiaux, le pays perdu, les éléments de mythologie aussi, et chose intéressante, l'apparition dans de nombreux textes de l'espagnol, du chinois, de l'anglais, ce qui n'est pas du tout du même ordre que dans les années 70, 80, 90. C'est un geste beaucoup plus naturel, organique, aux locuteurs eux-mêmes, aux poètes eux-mêmes, qui sont d'origine espagnole, etc. Et évidemment, il y a des traits de l'écriture inclusive ici et là. Donc, les finalistes sont Geneviève Blais, Marcel Labine et Nadine Eltef. Et j'invite Diane à faire l'éloge de Geneviève Blais. Le recueil de Geneviève Blais, Une histoire dans une histoire dans une, au poète de Brousse en 2024, est d'une formidable et d'une grande théâtralité poétique, d'une rythmique époustouflante, un vrai coup de poing, tant au point de vue du style, la répétition scande le texte de façon hallucinante, que du contenu impérieux. Une mise en abîme qui se renverse en elle-même. 3 parties constituent une histoire dans une, et la filiation au féminin qui y est contenue. C'est une histoire de disparition, une histoire d'absence, une histoire de filles dans la mer, de filles perdues, de filles mangées, de filles aimées pour ce qu'elle ne sera jamais. Ainsi, toujours dédiée à la mort. C'est une histoire de suspension. C'est une histoire suspendue. 3 histoires dans une histoire de pendaison, une histoire de noyade, une histoire d'enfermement. C'est l'enfermement de la fille dans le corps de la mère qui brille comme un embryon dans l'ombre de l'amour étouffé. Il y a un engagement foudroyant et lucide de la saisie du monde et de sa violence du féminin dans le texte de Geneviève Blais. Elle dira « Comprends-moi bien, l'infini ronge son os jusqu'à la moelle. » Et « Comprends-moi bien, j'aimerais ne pas être cette mère gueule béante, mère vorace et loup, une mère croc, ogresse et grosse de ses repas de filles, comme dans Gobé, sa fille, et la fille de sa fille, et la fille de sa fille, de ça, d'une puissance et d'un déboutement renversant. Merci Geneviève Blais. Marcel Labine, Comme si c'était comme ça, aux Herbes rouges. Marcel Labine signe un appel à la divergence.
Comme si c'était comme ça est un livre des plus achevés. Au bruit des monstres répond le chant qui ouvre un espace libre. La monstruosité n'est plus accablement, mais territoire pour explorer l'expérience de l'anthropophage. Le poème expose les tueries de masse à la pleine clarté et la pulsion de mort qui domine notre époque déprimée est mise à distance par ces notes de terrain poétiques où le poète imagine un Narcisse heureux. À cette folie, donc, répond un désir de beauté. Le poète ouvre des voies de traverse pour la saisir. Et voilà que ce « comme si c'était comme ça », résonnant comme une évidence, est tout à coup perçu, tout au contraire, comme une critique de l'évidence. Cette méditation s'inscrit donc sans détour au cœur des ténèbres, autant qu'au cœur de la matière du langage, où sont enfouies les réserves du vivant. Le poète nous le rappelle, l'art est une sorte d'ombre issue de l'avenir qui éclaire le présent. Les ressources de l'imaginaire sont infinies et invisibles. Le « comme si » est le fil qui retourne les catastrophes présentes depuis toujours. Les dieux et les déesses prononcent des paroles gelées en lettres d'azur. Orphée dessille nos yeux d'un chant qui poursuit sa tâche d'émerveiller. C'est le poème « Comme » qui chante sobrement et gravement. Il se grave sur chaque os du corps. Il y a toujours des rives à découvrir. Merci Marcel Labine. Et comme le bon Paul Chanel-Malenfant est à Rimouski, c'est assez difficile pour lui d'être ici ce soir, c'est lui qui a écrit l'hommage à Nadine Eltef pour Le chant des créatures, paru aux éditions du Norrois. La proposition de Nadine Eltef dans son Chant des créatures est portée par une quête de sérénité devant l'état de la planète, les outrances guerrières, dont le sombre jour de Beyrouth, 4 août 2020. Comment survivre à l'horreur, puisque rien ne viendra effacer le crime? Il faut retrouver le goût sauvage du vent, dit-elle. La poète se donne alors tout entière à l'écoute méditative de la nature. À l'instar d'Olivier Messiaen, elle tend l'oreille à la conférence des oiseaux, et c'est dans le sillage de saint François d'Assise qu'elle entonne son fervent cantique des créatures. Un courant d'air frais émane de ces poèmes ciselés qui, tels des éloges de la vie, célèbrent à loisir les fleurs, l'araignée et la plante d'intérieur. Véritable parti pris des choses vivantes, le chant est célébration en sourdine. Il fait contrepoids à l'affliction et à l'inhumanité de notre époque éperdue. Elle écrit « Le silence est plus important que les mots et, après le deuil, il est guérisseur. » Nadine Eltef honore avec délicatesse et retenue la botanique et le bestiaire, le florilège et l'herbier. Des plus humbles choses, elle rend hommage à ce qui nous reste de notre humanité, le don de l'admiration et de la célébration gracieuse. Merci Nadine. Et le prix Alain Grandbois 2025 est donc attribué à Marcel Labine. Bonsoir, bonsoir. Dans un premier temps, je voudrais remercier et féliciter l'Académie même d'avoir su durer jusqu'à nous et de faire preuve d'autant de vitalité après 8 décennies d'existence. Dans un second temps, je tiens aussi à remercier les membres du jury, Paul Bélanger, Paul Chanel-Malenfant et Diane Régimbalde. Sachez bien que je me sens profondément redevable à votre égard et je sais que l'honneur que vous faites à mon livre
le maintiendra en vie beaucoup plus longtemps que je ne pourrais l'imaginer. Je voudrais aussi féliciter Geneviève Blais et Nadine Taïf, mes colistières, d'avoir su exposer avec autant de talent et de justesse ces drames collectifs ou individuels qui nous brisent. Enfin, je désire remercier l'équipe des Herbes Rouges au grand complet. Roxane Desjardins, Vincent Gillard, Audrey-Anne Martin et Tiffany Maubon. Merci à vous quatre, merci pour tout. Il arrive parfois dans des situations analogues à la mienne qu'on dise être en manque de mots, d'avoir le souffle court, le cœur en bataille, mais dans mon trop-plein d'émotions, ce que je ressens devant vous en est l'exact contraire. Les mots se bousculent en moi dans un désordre épeurant, certains remontant à ma conscience, d'autres disparaissant en courant vers on ne sait où et coulent dans les noirceurs de l'informulé. Alors, je vais donc faire comme si c'était comme ça, que ma mémoire fonctionnait vraiment. Flottent en elle les mots moques et folie, panthère parfumée et Dante, paroles gelées et Rabelais, Richard III et Shakespeare, Thury de Masse et USA, Rimbaud et Départ. Et quantité d'autres de plus en plus imposantes qui viennent nourrir les vers et les phrases que je tente tant bien que mal de mener à terme. Mon problème actuellement, c'est qu'ils déferlent, sortent de leurs pages et échouent dans les miennes, devenant citation, n'arrêtant pas de m'impersonnaliser. À un point tel que j'ai la presque certitude que nous vivons toujours sous le règne de Richard III, cet être difforme, revanchard, sanguinaire, né avec ses dents, prêt à mordre et à usurper tout domaine confiscable. Tout semble donc se passer comme si le passé ne passait pas, tel que l'affirmait William Faulkner dans je ne sais plus quelle histoire du Sud. Mais dites-vous bien que, malgré tout, si vous n'aimez pas ces mots, je ferai comme Groucho Marx l'affirmait à propos de ses propres principes, si vous ne les aimez pas, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Enfin, je vous dirais que mes livres sont toujours venus d'autres livres, j'ai toujours écrit à partir d'eux, et c'est vers eux qu'ils retournent. Et si jamais me venait à l'idée d'en avoir assez d'eux, d'en être lassé, je ne m'inquiéterais pas pour autant, car je crois qu'il ferait comme Proté, qui en savait beaucoup quant à l'avenir. À la fin, il trouverait bien d'autres formes pour m'accompagner. Et tant qu'à être là, je vais en ajouter un peu. L'être comme, jeté par-dessus bord, passager clandestin saupoudré sur la crête des vagues, agité en feuillus verdâtres, échouant sur un rivage inconsistant. L'être bué, compagnon d'Ariel, traversé par les voies meurtrières d'un jeune équipage pris au filet. L'être licorne en phallus des bois contris, pâte glaiseuse au milieu du langage vidé de ses métaphores. L'être pan qui fait la roue avec ses couleurs d'arc cassé, l'être tel qui déserte l'humain, assez l'être assez. Il suffit d'un poème comme pour chanter sobrement une note, une strophe gravée sur chaque os d'un corps sans tête. À présent que le temps neuf a fait s'évanouir les paroles gelées, que la tête et la lyre d'Orphée quittent le fleuve vers la mer où les débris sont laissés à l'abandon sur une plage étrangère, des notes de musique sortent de l'instrument. Les accords sont plaintifs, ils ont la tonalité de l'élégie, poème douloureux, il pourrait surgir des ténèbres, des bois obscurs où les arbres se dépouillant de leur feuillage, faisant tomber leur chevelure, prirent le deuil. On croit que dans la solitude de son antre et du fait de sa nature incomparable, la panthère parfumée écoute par-delà la distance qui la sépare de ses harmonies, combien la puissance de leurs dons les rapproche et les lie. Merci beaucoup. Le prix de l'essai est pour sa part attribué, depuis 1986, en l'honneur de Victor Barbeau.
membre fondateur de l'Académie. Journaliste, polémiste, essayiste, pourfendeur du régionalisme, il fut un grand défenseur de la langue française. Avant la patrie des blés et des clochers, il y a la patrie de l'intelligence, la patrie de l'esprit qui, elles, ne connaissent pas de frontières, écrivait-il en 1919. Pour vous faire découvrir les essais finalistes et le texte primé, voici le président du prix de l'essai, Joël Desrosiers, accompagné de Bernard Andrès, membre de l'Académie, et de Pierre Hébert, lauréat du prix en 2022, avec son essai « Vie d'Eugène Cerce, Louis Dantin, une biochronique littéraire ». Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là. Je vais attendre mes collègues et amis maintenant. Bernard Andrès. Bonsoir Bernard. Bonsoir Pierre. Voilà. On est toujours impressionné par cette salle noble et marbrée. Je voudrais donc, pardonnez l'utilisation de la technologie, vous parler du prix Barbeau, Victor Barbeau, prix qui nous a réunis, mes collègues Pierre Hébert et Bernard Andrès, autour de 72 livres, et nous en avons gardé une trentaine finalement, parce que on nous envoie beaucoup de livres qui ne correspondent pas tout à fait à la catégorie de l'essai, hélas. Et parmi ces 72, donc, nous en avons retenu une trentaine. Et grâce à Bernard Andrès et à sa précision, je la remercie, nous avons pu catégoriser ces livres en 5 grands thèmes. Ce qui nous a frappé, c'est la résurgence ou la présence des thèmes correspondant au genre, au féminisme, aux femmes. Il y a près d'une douzaine de livres cette année. Il faut dire que certains livres participent à 2 ou 3 genres, à 2 ou 3 thèmes. Il y a comme à la fois des thèmes sur les langues, la solitude, les Amazones. Donc c'était un noyau très riche cette année, suivi par 7 ou 10 livres correspondant cette fois-ci à ce qu'on peut appeler le thème décolonial. Je n'aime pas tellement ce mot, mais bon, utilisons-le ce soir. Où ce sont des livres qui traversent les études, à la fois du jazz, de l'Afrique, des études noires, et voire même le polar. Et puis la médecine, je ne suis pas étonné, un petit peu comme une annonce de ce qui allait arriver, la fameuse loi qui nous occupe et nous préoccupe ces jours-ci. Il y a un intérêt particulier pour la médecine. On pourrait peut-être davantage dire pour le soin, ce qu'on appelle en anglais le care, où il y a plusieurs livres sur cette question, allant même évoquer la médecine comme étant malade elle-même, puisqu'il y a un titre qui nous a frappé, « Soigner la médecine ». Voilà. Il faut croire que d'autres livres concernent les enfants, et voire même un journal de psychanalyse qui également a évoqué cette question des rapports entre objet et sujet. Et alors, l'autre thème qui nous a également retenu a été la question des classes sociales, également des transfuges de classe, question qui vient évoquer par plusieurs auteurs, une bonne demi-douzaine, sur les héritages, voire même cette époque de la petite noirceur.
et ce que ça a donné après la Révolution tranquille. Les journalistes ne sont pas en reste, ils nous ont produit plusieurs livres qui sont des réflexions sur la distinction, sur la joie de penser, les déambulations. Et finalement, le thème des animaux est également traité par deux écrivaines qui sont sensibles à cette question de l'animalité aujourd'hui, question tout à fait évoquée dans les années passées par Jacques Derrida. Voilà, alors je voudrais remercier l'Académie de nous avoir fait confiance de nouveau cette année, également avec mes deux collègues. Nous avons choisi ensemble 3 finalistes qui sont Marie-Claude Loisel pour Rêve animal, Martin Desrosiers, je vous assure, ce n'est pas un parent, qui nous a donné l'art de ne pas toujours avoir raison. Et finalement, Aristote Kavungu, pour Céline au Congo. Voilà. Donc, je vais inviter mes collègues à lire les éloges de ces finalistes. Bonsoir. L'art de ne pas toujours avoir raison de Martin Desrosiers chez Le Méac, collection L'Inconvénient. Il existe des ouvrages que je qualifierais volontiers de nécessaires. L'art de ne pas toujours avoir raison de Martin Desrosiers est, à n'en pas douter, l'un de ceux-ci. J'ai cependant 2 problèmes. Le premier problème, c'est que je vais avoir raison en vous prouvant que cet ouvrage est nécessaire. Le deuxième, c'est que j'ai 200 mots pour vous le prouver. Alors, Madame la Présidente, j'ai déjà épuisé 25 mots, mais ce que je viens d'ajouter n'est pas dans mon texte, donc ça ne comptera pas. Nous le constatons chaque jour. Nous vivons dans un monde polarisé, guerrier, où avoir raison détruit la nuance. Martin Desrosiers décrit ce problème avec justesse. Il ne tient pas tellement au fait, écrit-il, que l'on se chicane trop, mais que l'on se chicane mal. C'est justement pour cette raison que cet essai est nécessaire. Il nous faut réapprendre collectivement à raisonner, à tourner dos à la logique guerrière. Nous sortir de l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer et retrouver, encore une fois pourrais-je dire, retrouver Montaigne, qui veut que nous ne soyons pas plus savants, mais mieux savants. Comme l'écrit Martin Desrosiers, le fait d'être intellectuellement adroit n'a jamais été un gage de droiture intellectuelle. Il nous faut revoir notre conception du dialogue. Désormais, penser en habitude et en attitude intellectuelle, et non en habileté argumentative. En définitive, seule l'honnête curiosité, celle qui nous déniaise, j'emploie un mot de l'auteur ici, qui nous rend moins niais, nous permettra de penser contre nous-mêmes au besoin pour nous rendre mieux savants. Bonsoir. Alors, Marie-Claude Loisel, Rêve animal chez Varia. Alors, dans cette réflexion esthético-philosophique sur l'espèce animale, dans ses rapports avec l'humanité, Marie-Claude Loisel sonde les rêves engendrés par les peintures murales de Lascaux, de Chauvet et d'Altamira. Fasciné par les représentations d'aurochs, de cerfs, de chevaux et de lions enchevêtrés dans le secret des grottes, l'auteur livre ce qu'elle nomme un essai poétique.
S'y croisent des références à Rilke, Hölderlin, Deleuze, Godard, comme à Mestokosho, le chasseur Innu. Elle livre aussi des considérations sur notre rapport au monde à l'heure de l'extinction des espèces, à l'heure de l'éco-anxiété. C'est aussi pour l'auteur, dont on connaît l'expertise en matière d'image et de cinéma, le rappel des photographies de Georges Chiras sur la vie nocturne des animaux saisis au flash. Cette conscience environnementaliste n'a rien du militantisme convenu chez Marie-Claude Loisel. Elle l'exprime avec une humilité bienveillante, elle exprime la découverte d'un monde aussi proche qu'insoupçonné. Je la cite. Plus de fuite, ni d'aveuglement, mais une invitation à traverser de l'autre côté du mur depuis lequel est considérée l'humanité ensommeillée. Fin de citation. Alors, dans cette longue dérive onirique, l'auteur imagine le geste jadis accompli sur les parois préhistoriques pour donner forme et couleur aux bêtes environnantes, sans oublier la signature de l'artiste plaquant à l'occasion sa propre main sur telle anfractuosité souterraine. Alors je vais vous lire l'éloge d'Aristote Kavungu pour Céline au Congo. Bien que la vocation médicale de Louis-Ferdinand Destouches, abrégée en Céline, soit née lors d'une affectation comme fonctionnaire colonial en Afrique, dans Céline au Congo, Aristote Kavungu offre bien davantage qu'une réflexion critique sur les rapports entre médecine et littérature. Il compose un essai vibrant, traversé par la tension entre la fascination et la lucidité, entre héritage littéraire et examen moral. En revisitant la trajectoire de Louis-Ferdinand Céline à l'aune de l'histoire coloniale, Kavungu interroge les zones d'ombre d'une modernité française encore travaillée par ses silences. Chaque page invite à réfléchir aux persistances de l'occultation coloniale dans l'imaginaire français. Ce qui distingue profondément cet ouvrage, c'est la manière dont l'auteur se présente avec ses calames, armes, stratagèmes. Il ne se soumet pas pour autant, il assume la contamination. En effet, la contaminatio, vieux mot latin, est une figure stylistique chère aux anciens, métaphore de la contagion de deux œuvres, au cours de laquelle le critique, au seuil de l'œuvre qu'il commente, se laisse imprégner par sa langue, son rythme, sa fureur. Le lexique dysphorique de Céline se retrouve dans l'œuvre du contempteur des supériorités raciales, peuplée de vices. Kavungu ne s'efface pas derrière son objet, il est porté par lui. Il dialogue avec Céline, il en subit la musique, tout en retournant la puissance du style célinien contre ses propres enfers. Cette tension stylistique devient le moteur esthétique de l'essai, une forme de corps à corps où le critique refuse la pure froideur académique pour risquer son propre Orient contre la ténèbre célinienne qu'on nous a léguée. Par cette posture, Céline au Congo réinvente le genre de l'essai critique car il conjugue rigueur documentaire, profondeur éthique et souffle littéraire. La réflexion sur le racisme, la mémoire et les ambivalences de la création y trouve une forme à la fois savante et incarnée. Aristote Kavungu y démontre qu'un essai peut être une aventure du langage, celle d'une conscience qui s'engage jusqu'au seuil de l'autre, sans jamais céder ni à l'indulgence, ni au jugement hâtif. Une œuvre majeure, essoufflée, soupirante, devant le legs célinien, exemplaire par son intelligence et son courage. J'invite les membres du jury avec moi.
nous avons ensemble et à l'unanimité choisi éloge l'auteur de l'éloge qui vient d'être prononcé, lauréat du prix Victor Barbeau, Aristote Kavongu pour Céline au Congo. Bonsoir. Je tiens à remercier les membres du jury, M. Desrosiers, M. Andrés et puis M. Hébert. C'était très important pour moi quand j'ai vu la qualité des membres du jury. Je me suis dit, j'ai ma chance. Eux, moi, ils ne peuvent pas me poser la question, ils ne peuvent pas penser que mon livre porte sur un spectacle de Céline Dion au Congo. Donc, parce que j'ai eu plusieurs fois cette question-là, est-ce que Céline Dion était déjà allée au Congo? Donc, c'était vraiment ma seule chance. Voilà, que ça s'est fait. Donc, je tiens à les remercier vivement. Et puis, je félicite également mes co-finalistes, Martin Desrosiers et Marie-Claude Loisel, pour l'excellence de leur livre. Et donc, je ne connaissais pas Victor Barbeau. Je l'ai connu quand j'écrivais justement Céline au Congo. Je faisais mes recherches et puis il y avait une phrase que Céline avait dans sa correspondance écrite à quelqu'un au Québec qui disait, c'était comme une mise en garde aux Canadiens en disant « Faites attention, bientôt vous aurez plus de Juifs que d'érables ». Alors, cette personne-là n'a pas donné suite à ça, justement, à cette invitation à détester, à haïr. Et donc, c'était Victor Barbeau. Donc, je suis d'autant plus content d'avoir gagné le prix à Victor Barbeau. Dans les remerciements, j'ai 36 000 personnes à remercier en 3 minutes. Je tiens à remercier mon éditeur, les éditions du Boréal, représenté ici par Jean Bernier, que j'ai vu entrer en retard. Jean qui m'a accompagné avec rigueur, avec professionnalisme et avec discipline et quand même avec amitié aussi. Donc, j'étais très, très impressionné par la qualité de son travail. Je tiens à remercier ma femme qui est ici. J'ai dit toujours quelque chose. J'ai la chance d'avoir la même femme depuis 40 ans. Je ne sais pas si c'est une chance, mais comme elle est là, je vais dire que c'est une chance. Depuis 40 ans, donc je remercie mes nièces qui sont là, Déborah et Sephora, mes enfants, Julia, Alan et Déborah, mes petits-enfants, Amaya, Isaiah et puis Noah. Et puis, on m'a demandé de lire quelque chose. Et avant de lire, je tiens à remercier également Mosaïque interculturelle, qui est représentée ici par Nicole Baptiste, Marie-Annick Dutelly, Cachemire Saint-Germain, l'organisme qui chapeaute un salon du livre qui s'appelle le SLAC, Salon du livre afro-canadien, dont j'étais président d'honneur en 2022. Mais depuis, comme je suis un bon Africain, je me suis autoproclamé président à vie. Donc, donc je tiens vivement à les remercier pour leur présence ici. Ça me touche beaucoup. Donc, on m'a demandé de lire un extrait de mon livre. Je vais simplement lire la 4e de couverture pour les gens qui veulent un extrait dans les pages du livre. Je pense qu'il coûte $22 plus taxes. Vous pouvez toujours aller l'acheter. Juste la 4e de couverture que je vais lire pour vous donner une idée de ce qui est dit. Je pense que M. Desrosiers, dans son éloge, c'était peut-être plus que mon livre lui-même, je ne sais pas. Enfin bref, on va voir. La 4e de couverture dit « J'ai décidé d'écrire, non pas sur Louis Ferdinand Céline, que j'ai lu, relu, aimé, détesté, compris,
implorer, questionner, convoquer, mais sur les réverbérations de ce qu'il a dit et écrit en son temps, ce qui a été acclamé et aussi ce qui a été haï. Je vais écrire du point de vue d'un noir africain que les écrits de Céline n'ont jamais laissé indifférent. Un noir qui n'a jamais caché sa fascination pour l'auteur et des réserves et de la colère pour l'homme. Un noir qui a vécu et étudié en France, un pays finalement sombre avec quelques illuminations, exactement comme l'auteur de Voyage au bout de la nuit. Un noir qui décide avec énormément de recul d'égratigner un peu et d'écrire ce qui peut ressembler à un pamphlet antiraciste. Un noir, enfin, qui veut s'employer à renvoyer dos à dos Céline et ses pseudo-détracteurs. Je vous remercie. Bonne soirée. Alors, le prix de théâtre de l'Académie a été nommé, lui, en hommage à Marcel Dubé, l'un des dramaturges québécois les plus prolifiques des années 60. Il a écrit pour la télévision, vous le savez, pour le théâtre, des œuvres qui ont brillamment exploré les rapports de classe au sein de la société québécoise. Et il fut, pour cette raison, l'un des grands pionniers du théâtre québécois moderne. On se souviendra notamment de sa célèbre pièce « Zone » qui met en scène le conflit générationnel entre des jeunes révoltés et leurs parents qui ne comprennent rien, évidemment, à leurs élans de vie et de liberté. Marcel Dubé fut, bien sûr, membre de l'Académie. J'invite donc Lise Vaillancourt, présidente du jury, Isabelle Leblanc, qui a reçu le prix en 2023 pour Rita au désert, et Danny Boudreau, dramaturge invité, à prendre ma place pour vous présenter les pièces finalistes et le ou la lauréate. La lecture de 32 pièces nous a permis au sein du groupe des échanges d'une richesse inouïe sur le théâtre, sur la force de la fiction et la façon toute spéciale du théâtre de traiter, oui, de la complexité de notre monde, mais surtout de la complexité de notre condition humaine au sein de ce monde. De quoi parle le théâtre cette année, en 2025? Eh bien, je préférerais qu'on lise nos éloges, qu'on vous lise nos éloges qui vont vous donner une très bonne idée, mieux qu'un discours. J'invite Isabelle ou Dany? Alors, Isabelle. Bonsoir. Alors, ce sera l'éloge de « Cette colline n'est jamais vraiment silencieuse » de Gabrielle Charlebois-Plante. 4 personnages sont enfermés dans une chambre, prisonniers de la répétition mécanique des jours qui se succèdent, sans que rien ni personne, pas même Dieu, ne réussisse à apaiser les tourments de leur conscience. Ouvrir la porte juste là et sortir dehors, ou ne pas le faire, préférer ne pas le faire. Ils ont perdu le but de leur voyage. Ils se sont égarés quelque part entre la chaise et le lit, dans la liste de choses qu'il y avait à faire et qu'ils n'ont pas réalisées. Alors, faire que la journée passe au plus vite et que demain, on puisse recommencer à zéro. Toujours recommencer. Toujours retrouver l'élan nécessaire pour continuer. Le souffle de l'écriture de Gabrielle Charlebois-Plante est haletant. Il est furieux, théâtral. Ce texte magnifique met en scène des êtres hors du monde. Il nous entraîne dans les profondeurs de l'être et de l'écriture, mais aussi de la grandeur de ce que c'est que de vivre. La soif est grande, elle est insatiable. « J'ai soif », écrit l'auteur. Et il ne faudrait pas qu'il y ait un lac dehors. Il ne faudrait pas que j'aperçoive un lac par la fenêtre de ma chambre, ici,
parce que j'irai le boire. Les images surgissent, puissantes. Elles fusent, pénètrent en nous. Dans cette chambre chatoie la lumière du soleil, l'adhésion au monde puis son refus, la tendresse pour les paysages observés à travers l'unique fenêtre de la pièce, en un mot, la douceur, mais aussi toutes les possibilités qu'offre l'existence. Malgré les pensées obsédantes qui recouvrent tout, la pièce de Gabriel Charlebois-Plante est une chanson d'amour adressée à notre part de vie sur la terre, aussi absurde soit-elle. C'est ça dont il est question après tout dans cette chambre, nous dit l'auteur. C'est de ça dont il est question dans cette chambre, le bonheur et l'amour et le soleil. Éloge, mon conte de feu, de Francis Monti. Félix Myrt a été un pionnier de la marionnette contemporaine. Né en Allemagne en 1931, en pleine guerre, il traîne dans les théâtres. Il arrive au Québec dans les années 70. Il devient un mentor pour plusieurs artistes marionnettistes, dont Francis Monti, puis un ami. Il tient un journal toute sa vie. Pour écrire Conte de feu, Francis Monti a puisé dans le journal de Félix Myrt. L'histoire raconte le jeune Félix qui s'enfuit de l'école militaire. À Berlin, il retrouve son père, un résistant qui doit partir en mission. Les deux embarquent sur leur vélo. Obligés de voyager de nuit, tenaillés par le froid et la faim à travers la dévastation et la destruction, Conte de feu met en scène l'enfance confrontée au tragique. Dans une langue ciselée et un très riche dispositif scénique d'ombres, de masques et d'objets, ce récit, avec sa multitude de personnages, d'animaux, tantôt bienfaisants, tantôt cruels, donne toute la place à notre imaginaire. L'équilibre délicat entre le conte de fées et le drame historique démontre une grande maîtrise de l'auteur. À la fin du récit, le petit Félix déclare « Et moi, je vais raconter des histoires. » Une histoire de transmission entre un père et son fils, vécue durant la guerre en Allemagne, devient aujourd'hui une histoire de legs d'un conteur à un autre conteur. Merci. Alors, Ornithorynque de Joanne Parent aux éditions Personnages. Jennifer, surnommée Sardine, la smartass, telle que Joanne Parent la désigne, la smartass au verbe acéré. Guillaume, le meilleur ami amoureux devenu tétraplégique. Et Steve, l'oncle bad boy, ancien functioning addict en quête de rédemption. Trois êtres pas comme les autres. Trois âmes cabossées décident de relever ensemble le pari d'élever l'enfant de Jennifer. La langue crue, percussive, pleine d'images lumineuses de Joanne Parent insuffle à ce trio une humanité vibrante, une complexité et une intensité émotionnelle à fleur de peau. Dès le prologue, un dispositif de reconstitution s'enclenche. En s'adressant à l'enfant à venir, les trois protagonistes rejouent les scènes du passé, en revisitent les blessures, les éclats, tout en restant portés par la lumière de leurs liens. Nous avons été profondément touchés par cette ode à la famille inventée. Au cœur de ce trio pulse une farouche volonté de réparer la vie, de la transmettre, de la célébrer. Joanne Parent fait dire à Jennifer « Chris, guys, je sais qu'on est des tout croches, mais il me semble que si on est pour réussir ça, ça va être les trois ensemble que ça va marcher. » Et ce pari pris à trois, au-delà des fêlures, se révèle être une déclaration d'amour à la vie elle-même.
Et le lauréat est Gabriel Charlebois-Plante. Merci. Allô. Merci, allô. Bonjour. Merci. Merci pour les éloges, puis les trois éloges, je trouve qu'ils relevaient des textes riches, touchants, notre petite quête d'amour fondamentale. Alors, je suis très honoré de recevoir ce prix. Des fois, moi aussi, je me confonds où l'écriture commence, où le théâtre commence, où la production, où les demandes de subventions commencent. Je ne sais pas vraiment où ça commence. Mais je suis content que l'Académie relève la qualité du texte, parce que même si le texte est arrivé en tout dernier dans ce processus, c'est quand même d'abord et avant tout un texte. Il y a... alors, merci. Il y a quelques années, j'ai eu la grande chance de remporter un autre prix du CAD et j'étais bien occupé à dire des grandes choses, mais j'ai oublié une chose et je voudrais me rattraper ce soir. Papa, maman, merci. Merci pour tout. Si je suis capable de faire mon travail avec impudeur et sensibilité, c'est que je sais que peu importe ce qui va arriver, peu importe les fucking critiques, il y a vous deux là-bas, pour toujours. Je vais dire merci à Leméac, merci à Diane, qui elle aussi a toujours su que j'étais plus un auteur qu'un producteur. Merci à Création dans la chambre, Émilie, la directrice générale, la dramaturge, ma maison de production, ma petite maison à moi, avec Félix-Antoine Boutin, Odile Gamache, Julie Basse, avec qui on partage une intransigeance et une volonté de s'améliorer, de vouloir faire du théâtre mieux, différemment, ensemble. Merci. J'ai fait l'erreur de faire des grandes phrases dans mon texte. J'aurais dû faire des points de forme. Merci donc l'Académie pour ce texte. Merci pour ça. Merci ma blonde qui est partie. Mon fils de 2 ans n'a pas supporté notre réunion. Sophie a tourné un documentaire pendant 5 ans. C'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Hein? En fait, c'est complètement comme ça qu'on s'est rencontrés. Elle a tourné un documentaire pendant 5 ans où elle suivait le processus de cette colline. Et sa première est lundi. donc, je vous encourage à aller le voir. Sophie Bédard-Marcotte est une cinéaste que tout le monde devrait connaître. Alors, voilà, merci beaucoup. Pour la première fois, l'Académie des lettres du Québec est heureuse de décerner le prix de la traduction. Créé en l'honneur de Nicole et Émile Martel, ce prix rappelle l'importance d'Émile Martel, président de l'Académie pendant plus d'une décennie, et de sa collaboratrice et conjointe, Nicole Martel, car tous les deux ont soutenu la traduction, autant dans leur propre pratique que par leur prise de position visant à l'encourager et à la défendre comme un pont suspendu entre les cultures. Car la traduction, disait Louis Jolicoeur dans une conférence au Cégep François-Xavier Garneau il y a de cela plus de 20 ans, comme quoi le temps passe, c'est l'art de respecter et de transposer d'une langue à l'autre l'ambiguïté et le non-dit d'un texte. Alors, les finalistes et le ou la gagnante du prix de la traduction, Nicole et Émile Martel, vous seront présentés par la présidente du jury,
Chéri Simon et par les membres de l'Académie Nicole Brossard et Louis Jolicoeur. Bonsoir. D'abord, quelques petits mots sur l'esprit de ce nouveau prix. Nommé en l'honneur, comme vous l'avez bien dit, de l'ancien président de l'Académie des lettres et de sa complice dans l'activité de la traduction, le prix Émile et Nicole Martel, qui a vu le jour grâce aux encouragements de Enzo Giacomazzi, que je salue ici, et de Yann Martel. Ce prix vise à récompenser la traduction d'une œuvre littéraire vers le français, mettant ainsi en lumière la créativité des traducteurs et traductrices qui enrichissent la littérature francophone du Québec et du Canada. Par ce prix, nous voulions souligner la diversification du paysage littéraire d'ici, en reconnaissant le pouvoir et l'impact des traductions, en particulier à partir de langues autres que l'anglais. De la Déclaration de Québec sur la traduction littéraire, adoptée par PEN International en 2015, grâce aux efforts d'Émile Martel, Émile aimait surtout cette première phrase. La traduction littéraire est un art de passion. Nous voulions rester près de sa pensée en honorant un travail de créativité et d'audace. Nous avons reçu 39 livres, tous genres confondus, ici issus de 21 maisons d'édition du Québec et d'Ontario. Tous traduits de l'anglais, malheureusement, enfin, dans la mesure où nous voudrions encourager la considération de livres traduits de langues autres. Nous aimerions à l'avenir recevoir davantage de traductions de langues autres. On voudrait aussi saluer les livres publiés en dehors des paramètres et le financement du Conseil des arts. Premier constat, la traduction littéraire se porte bien au Québec, merci. Nous ne sommes plus à l'ère où la lecture des traductions s'accompagne d'une chasse à l'anglicisme ou de la censure d'une expression locale. Lire une traduction, c'est entrer de plein pied dans une écriture sûre d'elle-même, une écriture qui nous livre une sensibilité nouvelle, ouvre sur un monde qui jusqu'alors n'a pas trouvé expression en français. Notre choix a été difficile donc, puisque s'il s'agissait de saluer des textes traduits avec justesse et sensibilité, avec une fine maîtrise du langage et une grande empathie, on avait l'embarras du choix. Nous n'avions aucun parti pris en ce qui concerne la manière de traduire. Nous étions à la recherche d'un texte traduit où liberté se conjugue avec collusion, où responsabilité se conjugue avec beauté. Notre quête, souligner des œuvres dignes d'une deuxième vie et dont la traduction donne à cette nouvelle existence élan et imagination. Pour célébrer le nouveau prix et partager notre enthousiasme, nous avons retenu 5 finalistes. C'était transgresser les normes de la soirée, mais ça passera vite. Et j'espère que vous apprécierez par la lecture des éloges le magnifique travail accompli par les traducteurs et traductrices. Donc, les éloges seront lus en alternance par les membres du jury et moi-même. Louis. Bonsoir. Tout d'abord, les traducteurs Charles Bender et Jean-Marc Dalpé pour le roman « Éternel émerveillement », Grandir au pays de la neige et du ciel infini. L'auteur est Thomson Highway, l'éditeur Prise de parole. Titre original « Permanent Astonishment, Growing Up Cree in the Land of Snow and Sky ». Dans cette promenade biographique qui chante le bonheur de son enfance dans le Nord, Thomson Highway nous dit son amour de la nature, de la famille, du paysage et de la langue Cree. La traduction de Charles Bender et Jean-Marc Dalpé rend bien ce vertige de jubilation et d'émerveillement, le bonheur des fabuleuses aventures de l'auteur.
La traduction est vivante, enjouée, au même titre que le texte de Highway, rendant avec énergie et fluidité un récit qui n'évite pas les complexités de l'histoire, ses tragédies et ses morts, mais qui ouvre vers la liberté et la créativité. La traduction est également attentive à l'importance de la langue cri, langue sous-jacente au récit anglais, adaptant à la réalité francophone les nombreuses allusions, jeux de mots et blagues qui font de ce récit un texte plurilingue, reflétant les rencontres et les mélanges de l'histoire cri. Merci. Il s'agit de la traduction de Dominique Fortier de Étreinte de Anne Michaels, édition Alto. Le ton lent et mélancolique d'Anne Michaels, la belle langueur de son style et de sa prose poétique, le regard changeant que l'autrice porte sur le monde et les choses, tout cela est ici magnifiquement reproduit. La prose poétique, parfois sibylline, d'Anne Michaels est rendue avec clarté. Le rythme et la beauté du texte sont maintenus tout au long du récit, suivant les variations de ton entre le regard lointain, épique, et les épisodes intimes. Dans sa traduction, Dominique Fortier se saisit d'étreinte comme si la vie était un acte de présence forte, un acte poétique apparaissant et disparaissant dans le temps selon la mémoire et le cheminement des pensées qui font exister et revivre. Troisième finaliste, Sonia Malaborsa, pour le projet Ariel de Catherine Bush, à prise de parole. Titre original, Blaze Island. Ce roman terre-neuvien, une réécriture de La Tempête de Shakespeare, à l'ère des changements climatiques, embrasse une grande variété de registres. La traduction est un travail impressionnant, comprenant de belles trouvailles du français parlé de Terre-Neuve, des traductions des noms de lieux et de jeux de mots. Au cœur de la tempête, du paysage, des toponymes, les personnages se refont une part de mémoire et d'identité. Sonia Malaborsa excelle partout à traduire la course éperdue du vent, des personnages, de la langue et des marqueurs de nuances. Le suspense de cette histoire lente et à la fois pleine de revirements est fort bien rendu. Dans une langue riche et élégante, au lexique d'une formidable justesse et au style changeant magnifiquement selon les nombreux soubresauts de l'histoire, des niveaux de langue et des types de personnages. Un formidable engagement littéraire de la part de la traductrice. Luba Markovskaya, Pensée nuit tranquille de la poète Gillian Zeh, Hexagone. Circulant entre prose et poésie, Pensée nuit tranquille est une magnifique méditation sur la naissance, la langue, la lune, le silence. Prenant son titre d'un poème de Li Bai, poète du 8e siècle chinois, le recueil est une exploration de l'émergence et de la transformation, à la fois familiale, littéraire et culturelle. La nouvelle maternité de la poète l'amène à s'interroger sur les possibilités et l'espace de l'expression, et en particulier sur le silence de la nuit. Le thème de la traduction est au cœur de l'œuvre, dans le passage de la poésie chinoise monosyllabique vers d'autres langues, mais aussi plus largement entre les sources d'inspiration, que ce soit le monde naturel, la vie quotidienne ou les paroles des poètes, et la transfiguration poétique. Les textes tissent avec une grande finesse le vivre, le lire et l'écrire dans le mystère, les caprices et l'immensité des langues, qu'elles soient maternelles ou d'emprunt. Luba Markovskaya redonne à chaque phrase son relief de beauté, d'intelligence, de lucidité et de quotidien. Dans ce texte hybride et complexe, où la poésie s'insère partout, tant dans les vers que dans la prose et l'essai,
à travers les cultures d'ici et d'ailleurs, notamment le monde chinois, décrit avec intelligence et tendresse. La traductrice a su accompagner l'autrice avec brio, sensibilité et finesse. Le texte français est précis et évocateur, rendant l'émotion contenue du texte avec élégance et sobriété. Un défi brillamment relevé, une traduction éblouissante. Traduction Erin Murray de 8 pistes de Oana à Vassilichi Oai. Édition du Norrois. Oana à Vassilichi Oai propose brillamment des pistes de réflexion sur l'ambiance étrange qui se resserre autour de notre liberté, de la création et de notre humanité. Le recueil se démarque par sa fougue et sa créativité, par les perspectives et les discours qu'il mobilise, par les questions qu'il pose sur la surveillance et le contrôle dans le monde contemporain. 8 pistes est traduit avec joie et intelligence. Dans sa traduction, Erin Murray est d'une agilité flamboyante pour faire vibrer, créer, recréer et décréer les mots. La traductrice fait preuve d'une créativité sans bornes. Le résultat éblouit autant que l'original. Il fallait une grande audace, une vraie plume d'écrivaine et un talent hors du commun pour s'attaquer à une œuvre aussi éclatée et inclassable. Et force est de constater que la traductrice parvient avec brio à réunir toutes ces qualités et à proposer un texte d'une grande vitalité et d'une fidélité à l'original dans son âme même, à toute épreuve. La lauréate Luba Markovskaya. Bonsoir. Merci pour votre patience. Je suis la dernière, mais je vais quand même prendre mon temps. J'ai décidé que j'allais tolérer bref, prendre ce moment quand même pour remercier le jury dont la composition m'impressionne énormément, m'intimide même. Je veux féliciter les autres finalistes. C'est un honneur d'être à vos côtés. Je pense qu'il y a juste Erin Murray ici, mais c'est avec grand bonheur que je me retrouve avec toi sur cette liste. À l'Hexagone, j'aimerais remercier pour son accueil Chloé Savoie-Bernard pour sa générosité d'éditrice et Alain-Nicolas Renaud, le très discret mais non moins redoutable. Je l'ai vu, je pense, il est peut-être sorti fumé. Et donc surtout Gillian C, évidemment, pour sa poésie qui m'inspire. Comme disait Sherry, le recueil est constitué d'essais et de poèmes. Et en fait, moi, c'est un essai qui m'est resté le plus longtemps en tête. Et j'aimerais vous en lire un bref extrait. C'est un essai qui s'intitule « L'œil hésitant, quelques notes sur le regard ». Dans cet essai-là, Gillian raconte comment elle a écrit un de ses précédents recueils de poésie ekphrastique, c'est-à-dire qu'elle s'asseyait longuement devant une œuvre au Musée des Beaux-Arts de Montréal et passait plusieurs heures à la contempler avant de rédiger un poème. Donc, cet essai-là, il m'est resté en tête au départ parce qu'il lève le voile sur la démarche poétique de Gillian C, sur son écriture singulière qui est à la fois hésitante et aiguisée. Ensuite, parce qu'il rejoint une préoccupation qui m'habite, celle de cultiver une présence au monde qui soit attentive et incarnée. Mais en y repensant ces jours-ci, alors que les dimensions artistiques et proprement humaines de notre métier sont mises en cause, je me rends compte que ce texte me dit aussi quelque chose sur le travail de traduction. Il parle du temps nécessaire pour s'imprégner d'une œuvre, se laisser traverser par elle, avant d'y conjuguer ses propres hésitations, ses doutes, son vécu et sa sensibilité,
pour produire une œuvre nouvelle. Donc voici Gillian C. Écrire à partir de ce que je voyais, c'était aussi dévoiler une partie de moi-même. Mon regard errait en se heurtant à des détours intimes. Regarder avait un effet héraclitéen. Le temps était ce fleuve dans lequel je ne pouvais pas entrer 2 fois. Il passait, la vie se transformait comme il se doit, et le poème que j'avais envisagé au moment de ma rencontre avec le tableau devenait impossible à écrire dès la visite suivante. Avec assez de temps et les bons hasards, la poète peut devenir celle qu'exige le poème. Elle se remet ainsi au travail avec clarté et la substance qui lui faisait autrefois défaut, et que l'œuvre en cours mérite de plein droit. Et tout comme on devient le lecteur qu'on ne pouvait pas prévoir, on devient aussi une nouvelle spectatrice, et on entre dans le tableau comme on passe un portail, apportant chaque fois avec soi quelque chose de différent. Merci beaucoup. Alors donc, en mon nom et au nom des membres de l'Académie des lettres du Québec, toutes nos félicitations aux finalistes ainsi qu'aux lauréats et lauréates. Nous sommes heureux de souligner la qualité, l'originalité et la solidité de leurs textes. Ils nous rappellent que la littérature est l'art de la ruse et que la lecture est l'art de l'enchantement. Puissent ces œuvres avoir des parcours étonnants, parce qu'elles représentent notre culture et notre époque. Qu'elles soient lues, discutées, données, traduites, qu'elles vivent. Et dans cette foulée, je ne peux m'empêcher de saluer le courage quotidien de tous ceux et celles qui mènent des projets d'écriture à terme pour faire exister quelque chose de grand, quelque chose qui résiste. Alors donc, disais-je bien, afin de célébrer les textes gagnants et l'ensemble des textes finalistes, et pour socialiser un brin, vous êtes tous et toutes cordialement invités à vous joindre à nous dans quelques instants pour un verre de l'amitié. Mais avant de ce faire, nous aimerions adresser de chaleureux remerciements à la succession de Denis Junot pour les œuvres offertes, aux membres des différents jurys qui ont lu, réfléchi, discuté de longues heures avant de s'entendre sur les textes gagnants, à Françoise Careil, amie et grande complice de l'Académie, à Daniel Léveillé de l'édifice Gaston Miron pour son accueil et à Eunopole pour sa commandite de vin que nous allons joyeusement engloutir à l'instant. Bravo encore aux lauréats et lauréates, merci de votre attention et bonne soirée.